On donne la parole maintenant à Thomas Similovski. Bonjour, merci d'être parmi nous. Vous êtes professeur de pneumologie à la faculté de santé Sorbonne Université et praticien hospitalier à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Merci beaucoup. Vous faites aussi la fonction de coordinateur médical du département R3S de la Pitié-Salpêtrière, qui c'est un ensemble de services cliniques et médico-techniques, pneumologie, réanimation, réadaptation respiratoire, exploration fonctionnelle respiratoire, médecine du sommeil. Cet ensemble sera groupé dans ce département qui s'appelle R3S. Vous avez présidé aussi la commission médicale d'établissement local du groupe hospitalier universitaire Assistance publique Hôpitaux de Paris au Sorbonne Université depuis 2018 à 2023. Et à ce titre, et avec toutes les expériences que vous avez conduites, vous avez un regard très important sur les projets et les réalisations hospitalières. C'est pour ça qu'on a eu le plaisir de vous inviter et je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci au comité d'organisation, au comité scientifique. Merci à Laurent Le Guédard aussi de m'avoir invité. Enfin, je ne sais pas si je dois vraiment dire merci en fait. Parce que quand on vous invite à faire un truc comme ça, bon, c'est Laurent, on se connaît depuis 25 ans, vous dites oui. Puis après, il faut préparer l'intervention. Et là, vous commencez à citer Molière et vous vous demandez dans quelle galère vous vous êtes fourré quand même. Hein. Évidemment, par rapport à tous les gens qui ont parlé avant moi et à l'audition, je vais avoir un propos de naïf dans votre domaine. Pas de naïf dans le mien, mais de naïf dans le vôtre. Donc, je vous prie déjà de m'excuser d'un certain nombre de ces naïvetés. Et puis, par ailleurs, vous allez voir que ce que je vais vous dire recoupe beaucoup ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'hôpital Nord. Et j'ai découvert ces propos sur l'hôpital Nord avec beaucoup de plaisir. Alors, je dois vous... C'est la loi, je suis hospitalo universitaire et donc je dois vous présenter mes conflits d'intérêts potentiels avec les industriels qui vendent potentiellement des profits de santé. J'en ai peu et je n'en ai pas identifié qui soit un problème avec la réunion d'aujourd'hui. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des représentants haut placés de l'assistance publique ici, donc je suis sous contrôle et donc ce que je raconte n'engage strictement que moi et pas l'assistance publique. Alors, je vais aborder 3 thèmes. Premier thème, et les 3 thèmes vont être liés au réseau et à la notion de réseau, mais pas dans le même sens. Donc le premier, c'est un thème de réseau assez matériel, le réseau dans l'hôpital en tant qu'instrument. Donc j'ai intitulé ça « Sous les faux plafonds, les réseaux ». Pour comprendre un petit peu cette vision, alors tout à l'heure, on a entendu l'architecte de l'hôpital Nord qui disait qu'il avait parlé avec un cardiologue, qui lui avait fait faire un projet spécifique, etc. Ce n'est pas le médecin standard, ça. D'accord ? Le médecin standard, c'est quelqu'un qui va utiliser les locaux et qui ne va pas forcément s'intéresser à ce qu'il y a derrière. Donc, il a un certain nombre d'attentes. Et ces attentes, je suis désolé, mais ne correspondent pas du tout à ce que vous imaginez. Les médecins, d'abord, il y a des choses, vous voyez, déjà dans cette liste, même moi, en préparant le topo, j'ai oublié des trucs. Il y a des choses qui circulent dans les hôpitaux. Moi, j'ai oublié la climatisation, j'ai oublié l'eau, j'ai oublié les sorties de secours. Tout ça a été évacué tout à l'heure. J'ai même pas mis le mot téléphone, tellement il n'y a plus de réseau pour le téléphone, en tout cas d'une autre nature. Mais ça aussi, c'est un problème. Donc les médecins, qu'est-ce qu'ils attendent de tous ces trucs qui circulent ? Il y a des choses dont ils ne savent même pas que ça circule, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent que ça circule sans risque. On vient de le voir avec le topo d'Emmanuel. La légionellose, c'est la terreur standard dans tous les hôpitaux. Ils veulent aussi que ça circule sans contrainte. Ils veulent surtout ne pas savoir ce qu'il y a derrière pour pas qu'il y ait de contrainte. Et puis, l'autre chose qui est très importante, c'est que les médecins attendent que, comme disait Napoléon, l'intendance suive. Donc, pas de limite. Exemple. Pandémie de Covid, il n'y a pas assez de lits. Ben, vous allez voir les services techniques, les architectes, les ingénieurs, ils disent « je veux plus de lits ». Et le résultat, c'est celui-là. Ça, c'est le réfectoire de la Salpêtrière, transformé en réanimation géante par les services techniques de l'hôpital en quelques semaines. Et donc, les docteurs, ils ont eu plus de lits. Je vous rassure, ils n'ont jamais servi.
C'était en prévision d'une vague massive qui n'est pas venue. Mais vous voyez, ça c'est la demande. Je veux plus de lits. Alors hop, 40 lits dans le réfectoire. Qu'est-ce que ça implique derrière? On s'en fiche complètement, en réalité. On veut nos 40 lits de réanimation. Et ce que ça implique derrière, qui ne se voit pas ici, c'est des réseaux. Hein. Il n'y a pas de fluides médicaux dans un réfectoire. Deuxième chose, c'est je m'en fiche de tes problèmes de réseau. Moi, j'ai besoin d'oxygène. Donc, tu te débrouilles comme tu veux, mais j'ai besoin d'oxygène. Donc ça, c'est un tracé des besoins d'oxygène de la Pitié-Salpêtrière pendant la première vague de Covid. Vous voyez le parallélisme exact de la consommation d'oxygène avec le nombre de patients en hospitalisation continue. Qu'est-ce que vous ne voyez pas sur cette limite? C'est ça. Il n'y a pas de limite. Alors, on est à la Pitié-Salpêtrière, et donc, effectivement, la limite, elle est là. On s'en fiche. Mais ça, personne ne le sait. Quand on commence à dire aux médecins, ouais, mais tu sais, là, quand même, les pressions dans le circuit d'alimentation d'oxygène commencent à être un peu basses parce qu'on n'arrive pas, puis Air Liquide n'arrive pas à livrer suffisamment, et on est obligé de rajouter des bonbonnes, etc. Nous, on s'en fiche. On veut de l'oxygène, sans limite. Informatique. Quand j'étais chef de clinique, responsable d'unité de réanimation il y a 35 ans, il y avait un petit gars c'était le chef de service de biochimie, qui avait bidouillé une espèce de script qui permettait d'avoir les résultats de biochimie sur Minitel, avec une imprimante. Puis alors on voyait le Minitel, on entendait les bruits qui faisaient machin, etc. C'était le paradis. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus à téléphoner à la biochimie en disant « t'as les résultats des ionos de ce matin ?» Non, ça arrivait sur le Minitel. Maintenant, 50 gigabytes en 7 secondes, c'est lent. Et ça va s'aggraver, parce que l'IA n'est pas encore complètement entrée dans la pratique médicale, mais ça va venir. Des jumeaux numériques, on en a entendu parler, et puis on va les vouloir en 4D. Et puis les visioconférences, c'est un peu pénible. Donc bientôt, moi, je veux faire comme Mélenchon. Hein. Donc mes visioconférences doivent être en relief, en hommage. Et donc il va falloir que les réseaux suivent et que le débit informatique suive. Donc en gros, voilà ce que souhaitent les médecins. La courbe verte, c'est la performance, et la courbe rouge, c'est la contrainte. C'est ça l'attente. Et avec tout ça, les médecins, ils voient ça. Ils ne savent pas qu'il y a ça. Et ça, c'est un problème aussi, parce que très souvent, les médecins vont vous dire, alors là, j'ai entendu aussi avec plaisir que ça ne serait pas un problème, mais très souvent, moi je l'ai entendu souvent, puis je l'ai dit aussi souvent, j'ai dit, écoute, ton truc c'est bien, mais c'est bas de plafond. Parce que oui, les immeubles, ils ont une certaine hauteur, les étages, ils ont une certaine hauteur, il faut caser tout ça, et donc de temps en temps, on n'a pas prévu, on a modifié les structures, on a changé, et on se retrouve avec des trucs un peu oppressants qui sont bas de plafond. Donc les médecins n'ont pas conscience de ça, les médecins n'ont pas conscience de ça, les médecins n'ont pas conscience de ça. Parfois, ils peuvent avoir un petit regard, et avoir, je sais, Laurent, vous allez reconnaître, hein, ils peuvent avoir un petit regard, parce que des fois, ce n'est pas exactement comme j'ai montré, ça peut aussi être comme ça. Mais là encore, quand vous regardez ça, c'est super de ne pas en avoir conscience, parce que quand vous prenez conscience de ça, vous êtes un peu inquiet quand même. Deuxième sujet, donc ça c'est le réseau comme instrument dans l'hôpital, les attentes des médecins, c'est on ne sait pas, on ne veut surtout pas savoir, mais toujours plus. Deuxième chose, c'est l'hôpital lui-même en tant que réseau. Ça a aussi été évoqué, mais alors réseau de soins maintenant et réseau de vie. Réseau de soins et réseau de vie pour les malades et pour les soignants. Ça a été aussi évoqué très largement tout à l'heure, ça m'a fait très très plaisir. Et donc, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce côté réseau. Il y a aussi un côté vie de tous les jours. Voilà. Vous reconnaissez ce bâtiment. Ma belle-mère habite dans l'Essonne, donc, et moi ici les Moulineaux. Donc quand on va voir ma belle-mère, aussi peu souvent que possible, on prend l'autoroute du Sud et on passe devant Gustave Roussy. Et ça fait des dizaines d'années que je dis à ma femme, à chaque fois que je passe dans ce bâtiment, le simple fait de le regarder, j'ai mal. Or, de quoi est-ce qu'on s'occupe? On s'occupe de gens qui sont vulnérables. Le mot à la mode en ce moment, c'est vulnérabilité. On a bien sûr la vulnérabilité de nos patients, mais ça a été dit, et c'était caricatural pendant la pandémie, il y a aussi la vulnérabilité des soignants. C'était caricatural parce que c'était 24 heures sur 24, parce qu'il y en avait marre des pizzas, etc.
Mais la vulnérabilité, elle est de tous les jours. Et on le voit bien dans les hôpitaux publics et en région parisienne, c'est compliqué de faire venir des soignants, de les fidéliser, de les maintenir. Et donc, on a besoin, et ils sont vulnérables parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, parce qu'ils viennent de loin, et que travailler dans des locaux qui ne vont pas, ça aggrave leur vulnérabilité. Il y a bien sûr les proches des patients, et puis il y a la société en général, parce qu'il y a une tension, la société, les problèmes de financement de la sécurité sociale, le vieillissement de la population, tout ça est une vulnérabilité de santé. Cette vulnérabilité, elle peut bien sûr se résoudre par des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, elles doivent assurer de la performance, de la sécurité, elles doivent respecter des règlements. Alors ça aussi, hein, les règlements qui régissent l'extraction de fumée, moi je m'en fiche, c'est pas mon problème. Pourquoi est-ce que ce bureau, qui devait être rectangulaire, est amputé d'1 mètre carré par un truc qui passe là, vous ne me l'aviez pas dit. Ah bah oui, mais il y a une colonne d'extraction de fumée et on est obligé de... et puis bien sûr par de l'efficience à la fois technique et économique. Mais le grand message, c'est que ça a été quand même, c'est le passé en fait. C'est ce qui a été montré ce matin, c'est le passé. Le futur, c'est il faut injecter de la délicatesse dans cette histoire. La délicatesse, c'est de la sollicitude. La sollicitude, c'est interpersonnel, mais c'est aussi de l'institution aux gens dont elle s'occupe et aux gens qui travaillent pour elle. Il faut ajouter du contact, il faut qu'on puisse mélanger les populations, que les gens se rencontrent, et puis surtout, il faut donner du temps. Alors évidemment, dans tous ces éléments-là, le don de temps, l'aménagement de temps et les réseaux et l'architecture, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus simple à connecter. Néanmoins, quand on a du temps, il faut savoir quoi en faire. Et donc l'idée d'avoir un toit avec une forêt, un restaurant et des soins, l'éducation thérapeutique, ça répond bien à ça. C'est-à-dire que ça, c'est une façon de donner du temps, d'une certaine façon. Voilà, hein, le piège, c'est quand même ça. Hein, on va passer, c'est comment la fonctionnalité empêche le contact. Hein. Vous avez le bureau de consultation, 2 écrans d'ordinateur, et vous voyez sur cette caricature ici, mais ce n'est pas si caricatural que ça, vous ne voyez même pas le patient. Quand c'est moins caricatural, les moniteurs ils sont sur le côté. Vous êtes là et il y a le patient en face. Avant, vous avez un papier, un stylo. Donc, les axes sont les mêmes. Moi, je peux vous parler, prendre des notes sans regarder ce que j'écris. Puis, si j'ai besoin de regarder, je ne casse pas la relation. Mais si je suis obligé de me tourner pour taper sur un clavier, ben, ça ne marche plus. Et pourtant, c'est tout le temps comme ça. Donc, par exemple, hein, on disait de l'infini, du futur, etc. Moi, je veux que l'écran il soit voilà, à plat, devant moi. Et bien sûr, je ne veux plus taper sur rien, écrire sur rien. Il faut que tout ça soit transcrit automatiquement. Donc, vous voyez, en termes de débit d'intelligence artificielle, ça va beaucoup monter. Alors, je vais parler ici justement d'une expérience comme ça qui a été menée par Madame Tatiana Tess, qui est une directrice d'hôpital, qui a travaillé aux diaconesses. Donc, vous voyez, les diaconesses, quand vous voyez, bon, c'est mieux que Gustave Roussy, mais bon. Vu de derrière, c'est déjà plus sympa. Il y a un jardin. Et donc, le projet Terre hospitalière, c'est un projet qui a justement consisté à faire ça, et ça fait écho à votre rez-de-chaussée, que vous avez décrit tout à l'heure. Le projet Terre hospitalière, c'est de dire on va aménager un réseau dans l'hôpital où le patient, où les soignants, où les visiteurs vont pouvoir circuler. Et donc, on a fait une jolie sortie sur la fontaine, on a aménagé un jardin, on a aménagé des promenades avec un petit pont, avec comme objectif ça, c'est-à-dire la délicatesse dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, dans cet endroit-là, eh ben, on peut avoir du contact. Ici, vous avez une femme enceinte et son mari, vous avez un massage, vous avez des soignants qui se parlent, et donc vous avez cet aménagement de quelque chose d'accessible qui va donner cette possibilité d'avoir de la délicatesse. Et tout ça est relativement sérieux parce que, là je vous ai mis un exemple d'une revue de littérature, mais il y a de la vraie recherche qui est faite sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les valeurs thérapeutiques des espaces en général et les valeurs thérapeutiques des paysages, ici en l'occurrence. Avec une tension, dans le titre il y a marqué tremplin aux tensions, mais la tension c'est oui, un paysage c'est thérapeutique, mais oui, ça peut aussi déclencher une crise d'asthme. Donc il faut naviguer entre tout ça.
Dernier point, donc on a vu le réseau technique qui sert d'instrument dans l'hôpital, on a vu l'hôpital en tant que réseau où les gens circulent, et une autre chose qui m'intéresse beaucoup et qui là encore a été évoquée tout à l'heure, c'est maintenant on va sortir de l'hôpital et on va mettre l'hôpital dans un réseau lui-même, et on va faire un nœud dans un réseau. Ça rentre dans un concept qui est en train d'émerger actuellement, qui est le concept dit de la santé commune. La santé commune, c'est dit, il y a 3 santés en interdépendance, on ne peut pas les dissocier. La première, c'est la santé humaine, donc au sens de l'OMS, physique, psychologique, sociale. Ensuite, il y a la santé environnementale, et puis il y a la santé de la société. Et donc, ces 3 niveaux-là sont interdépendants et sont indissociables. Si on n'en traite qu'un seul aspect, bah forcément, on est parcellaire. Et si vous réfléchissez à cette façon de voir les choses, c'est une façon de préserver l'avenir, entre guillemets, parce que ça supprime beaucoup des tensions liées à la productivité, à l'efficience, etc. Alors l'hôpital sait très très bien faire ça. J'ai entendu machine à soigner tout à l'heure. Ça, machine à soigner, c'est vrai. Machine à guérir, bon, c'est Ambroise Paré. Hein, Ambroise Paré, qu'on félicitait d'avoir sauvé un patient, répondait « Oh, moi je l'ai soigné, Dieu l'a guéri ». La santé psychique, ça progresse, on en est très très loin. Pourquoi? Parce que beaucoup de maladies chroniques, beaucoup de maladies, etc., les gens ont besoin de soins physiques, ils ont besoin de chimiothérapie, ils ont besoin d'oxygène, ils ont besoin d'aérosol, mais ils ont besoin d'un psychologue. Le problème, c'est qu'un psychologue, ça coûte cher et que ça ne se cote pas en activité. Et donc, le taux de disponibilité des psychologues dans les services qu'on aurait le plus besoin reste extrêmement, extrêmement faible. Mais bon, ça avance. Et puis, santé sociale, j'ai un peu de temps, je vais vous raconter une anecdote. Un interne s'occupe d'une dame qui a une maladie respiratoire chronique, on appelle une BPCO, elle est insuffisante respiratoire, elle a fait une aggravation, une poussée, et elle allait très 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 mal. Elle est rentrée le dimanche. L'interne s'en est occupé bien, il a été fait un bon diagnostic, il avait bon traitement, il s'est bien investi, etc. Et au bout d'une dizaine de jours, la dame, elle va beaucoup mieux. Et l'interne, qui est pris d'affection pour cette dame, dit « Ah, je vous ai trouvé une super rééducation. Là, maintenant que vous allez mieux, ah oui, ça va mieux. Qu'est-ce que vous m'avez fait du bien, merci docteur. Je vous ai trouvé une super rééducation. Vous allez, vous voyez, à la Pitié-Salpêtrière, il y a un service génial de réadaptation respiratoire dans le département R3S de renommée mondiale. Et vous allez aller là pendant 4 semaines et vous allez ressortir, vous serez flambant neuf. » Et la dame, elle dit merci parce qu'elle est polie. Mais on sent bien que ça va pas trop. Ça lui fait pas si plaisir que ça. Et donc je raconte toujours cette histoire à mes internes et je leur dis voilà, pourquoi est-ce que ça, qu'est-ce qui lui pose problème à cette dame? Alors ils me proposent toujours un tas de solutions. Et la réponse, elle est très très simple. Ça fait 10 jours qu'elle est à l'hôpital, cette dame âgée. Qui s'occupe du chat? Et ça, c'est une chose qu'on ne sait pas encore bien traiter. On ne peut pas réduire une personne à son statut de malade. Une personne reste une personne. Et donc, du coup, la dimension sociale de la maladie, la dimension de la personne dans la société, elle est très mal prise en compte. Environnemental, ça bouge. Bon, on l'a vu. Une forêt sur un hôpital. Magnifique. Moi, la Pitié, j'ai une forêt dans un hôpital. Bon. On reparlera de pavillonnaire. J'ai des trucs à vous dire. Et puis, sociétal, à mon avis, et encore une fois, le projet qu'on a vu ce matin est très, très rassurant de ce point de vue. Pour l'instant, sociétal, ça ne va pas. Ça, c'est un petit jeu avec Google Maps. C'est mon hôpital, donc la Pitié-Salpêtrière. Et donc, vous avez les réseaux donc, de circulation de la ville. Bon, c'est juste des rues qui sont marquées en bleu. Et vous voyez qu'il y a quand même un trou dans le 13e arrondissement, quand même 39 hectares. Et c'est normal. Ce truc est bordé par le boulevard de l'Hôpital, le boulevard Vincent Auriol, la rue Génère, la gare d'Austerlitz, et avec le Vigipirate, etc., il y a 2 entrées. Il y a 2000 lits, 2200 lits avec les hôpitaux de jour compris, il y a 7500 personnels, il y a 4000 étudiants. C'est une ville dans la ville, il y a 2 entrées. Et donc l'enjeu, pour moi, du futur, c'est d'arriver à faire rentrer toutes sortes de gens par toutes sortes d'entrées dans un hôpital, de façon à ce qu'il n'y ait plus cette espèce de trou au milieu du réseau de la ville, mais que
le réseau, il pénètre à l'intérieur et que du coup, l'hôpital devienne un élément du réseau sociétal. Donc on ne parle plus cette fois-ci de réseau dans l'hôpital, mais de l'hôpital dans un réseau. Alors, ici, c'est toujours mon hôpital, c'est la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière. Elle a une particularité, c'est elle appartient à l'assistance publique, elle est dans un hôpital et elle est le lieu de beaucoup d'interactions culturelles. Là, vous voyez une jolie animation. Et puis, il y a eu cet été une exposition qui s'appelait Vulnérables. Donc, vous voyez, on retombe sur le thème des vulnérabilités dans la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière. Et donc, vous voyez, l'objectif, c'est de faire venir des gens. Ces gens ne sont ni des soignants, ni des patients. C'est des gens qui viennent de la ville et qui viennent voir une expo dans un hôpital. Dans l'expo, il y avait des dessins d'enfants du service de pédopsychiatrie. Et puis, il y avait un projet qui s'appelle Réinspiration, qui est un projet qu'on a fait avec l'École nationale supérieure des arts décoratifs. C'est une initiative de quelque chose qui s'appelle la Société du nouveau commanditaire. C'est un organisme français qui fait que tout citoyen peut, alors bien sûr, il y a des appels à projets, il y a des évaluations, mais tout citoyen peut demander à un artiste une œuvre. Donc nous, on avait demandé une œuvre qui respire, et les commanditaires, mais c'était des soignants de toutes les professions, des chercheurs, des artistes, la direction de l'hôpital, les services techniques de l'hôpital qui ont été impliqués. Et l'objectif, c'est de faire venir ensemble l'art, la recherche et la médecine pour mélanger les choses le plus possible. Et donc ce projet-là, dans cette partie-là de la chapelle, qu'on appelle les magasins, parce qu'on y stockait du grain historiquement, a été désacralisé il y a très longtemps. Et donc on peut en faire ce qu'on veut, entre guillemets. Et du coup, il y a un projet de, justement, dans cette dynamique que je vous expliquais tout à l'heure, de mélanger les patients, les soignants, leurs familles, les gens de la société qui habitent autour. Il y a un projet donc de créer un centre santé et culture où on va mélanger les choses dans une perspective de médecine globale. Et au mois de juillet, des ministres qui sont devenus fantômes, c'est pour ça que c'est transparent sur la diapositive, des ministres qui depuis sont devenus fantômes ont signé une convention culture et santé pour lancer ce centre-là. Donc pour conclure, j'espère que la médecine va continuer d'évoluer vers quelque chose de ce qu'on appelle holistique ou intégratif. Intégratif n'a pas toujours bonne presse. Et donc ça implique que l'hôpital et son architecture deviennent véritablement intégrés dans ce que je vous ai défini comme étant la santé commune. On l'a dit, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, les dynamiques temporelles ne sont pas les mêmes. J'espère bien que les évolutions de la médecine vers la médecine holistique et la santé commune, elles iront beaucoup plus vite que la durée de vie d'un bâtiment. Et donc, le bâtiment, s'il est construit ne serait-ce que pour dans 10 ans, il y a un souci. Et donc, c'est quand même un grand classique quand même de préparer le bâtiment suivant. J'ai eu un mal de chien à trouver cette photo sur Internet. Mais une fois que j'en ai trouvé une, j'en ai trouvé d'autres. Et ce qui est important, c'est qu'on prépare la suite pour quelque chose qui n'est pas prévisible, mais des fois, on ne s'en sert pas. Comme en témoigne l'usure de ces pierres d'attente sur ce mur. Et ce n'est pas grave. De la même façon que quand je vous ai montré tout à l'heure le réfectoire transformé en 40 lits de réanimation, on ne s'en est pas servi, mais ce n'est pas grave, parce que la possibilité était là. Et donc, dans mon titre, que c'est moi qui l'avais choisi comme un imbécile et je ne savais pas trop comment finir, mais finalement, j'avais dit, est-ce que c'est des tensions, est-ce que c'est des tremplins? Mais finalement, pour qu'il y ait un tremplin, il faut qu'il y ait une tension. Et donc, il faut se servir des tensions comme de tremplin. Et voilà, ce n'est pas un exercice facile de faire ce topo. Et je vous remercie de votre attention.